Sixième partie, le XVIIIe siècle, les Lumières. Histoire. Chronologie. 24 janvier 1789. Convocation des États généraux. 12 juillet 1789. Constitution civile du clergé. 4 août 1789. Abolition de l'Ancien Régime. Octobre 1791. Mise en application de la Constitution. 20 septembre 1792. Victoire française à Valmy. 21 septembre 1792. Proclamation de la République. 2 juin 1793 au 26 juillet 1794. Gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire exceptionnel. Mars 1793. Début des troubles en Vendée. 9 et 10 novembre 1799. Coup d'État de Napoléon Bonaparte. Mai 1804. Établissement de l'Empire. Chapitre 76. La Révolution française. La fin de l'Ancien Régime. La séance d'ouverture des États généraux fut pour beaucoup de députés, particulièrement ceux du tiers-État, une extraordinaire déception du fait de l'absence de propositions de réforme de la part du gouvernement. Grâce au ralliement de quelques privilégiés, le tiers-État rassembla une majorité réformatrice. Le 17 juin 1789, ces députés affirmèrent le principe de la souveraineté nationale en se proclamant Assemblée nationale. Le 20 juin, ils jurèrent de ne point se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le roi, après une brève résistance, enjoignit aux députés des ordres privilégiés de rejoindre leur collège. Le 9 juillet, l'Assemblée se déclara constituante. Le roi donna alors l'impression de vouloir prendre sa revanche. Il concentra des troupes et renvoya Necker. Ces actes inquiétèrent Paris où les bourgeois organisèrent une municipalité et une garde nationale. Celle-ci pouvait servir aussi bien à résister au roi qu'à contenir les débordements du peuple qui, excédé par la cherté du pain, tourna sa colère contre la Bastille, symbole de l'arbitraire du pouvoir royal. Cette première journée révolutionnaire fit reculer le roi. Il reconnut la municipalité de Paris et la garde nationale et rappela Necker. En gage de sa bonne foi, il vint à Paris recevoir la cocarde tricolore. À l'exemple de Paris, les villes se dotèrent de municipalités et refusèrent d'obéir aux agents du pouvoir royal. Dans les campagnes, les paysans se révoltèrent contre les châtelains et propriétaires ecclésiastiques et exigèrent l'abolition des droits féodaux. Des rumeurs de complot aristocratique se répandirent, poussant les paysans à s'armer. Ce phénomène de la grande peur affecta plus des 3/4 des campagnes. Craignant une généralisation des troubles, l'Assemblée abolit le 4 août 1789 le régime seigneurial et les privilèges. Du 20 au 26 août, elle rédigea la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le régime de la monarchie absolue venait de disparaître. L'aristocratie avait accepté de perdre ses privilèges ou pris le chemin de l'étranger avec l'espoir de revenir mater les révolutionnaires. Pour les aristocrates libéraux comme pour les bourgeois, il était urgent de mettre un terme à la Révolution. Méfiants à l'égard des couches populaires, malgré le principe de la souveraineté nationale, ils soumirent le droit de vote et d'éligibilité à des conditions de fortune et installèrent une monarchie constitutionnelle avec la Constitution de 1791. Le conflit avec le roi. Cette constitution fut très vite mise en péril par l'attitude du roi. Lors des journées d'octobre, le peuple le ramena à Paris et l'obligea à ratifier les décisions d'août 1789. Suspect aux yeux de beaucoup de citoyens, il renforça le courant républicain par sa fuite qui se termina piteusement à Varennes. Les difficultés économiques et financières, le ravitaillement toujours difficile exaspéraient le peuple, qui avait le sentiment que, jusqu'alors, la Révolution ne lui avait pas apporté grand-chose. L'établissement de la constitution civile du clergé et l'existence d'un serment de fidélité à la Constitution demandé aux clercs ouvrirent une très grave crise religieuse. Le pape rejeta le texte et interdit aux prêtres et aux évêques de jurer fidélité à la Constitution. L'Église se partagea en 2 camps. Aux frontières, les émigrés se faisaient menaçants. Face à ces difficultés, la France, toute tendance politique confondue, crut trouver une issue dans la guerre. L'objectif poursuivi variait selon la famille politique.
En s'opposant au décret de l'Assemblée législative voté pour assurer la défense de la patrie en danger, le roi cristallisa sur lui la colère du peuple. Le 10 août 1792, le peuple prit l'Assemblée d'assaut et lui imposa la destitution et l'arrestation de Louis XVI. Le gouvernement révolutionnaire. Après le 10 août 1792, l'objectif d'égalité l'emporta sur celui de liberté, les milieux populaires occupant le devant de la scène politique. Élue au suffrage universel, mais dans une situation troublée, la Convention dut faire face à de multiples problèmes. Elle proclama la République et condamna le roi. La nouvelle de la mort du roi et la peur d'une croisade de la liberté lancée par les Français contre l'Europe donna naissance à une coalition des puissances européennes financée par l'Angleterre. À l'invasion étrangère s'ajouta la révolte de la Vendée. Devant la gravité de la situation, la Convention décida d'instaurer un gouvernement révolutionnaire de salut public qui établit une centralisation maximale. Le tribunal révolutionnaire, par une justice expéditive, devait débarrasser la République de l'ennemi intérieur. La terreur était à l'ordre du jour. Ce gouvernement prit aussi des mesures économiques et sociales en faveur des petites gens. Il lutta contre la spéculation, bloqua les prix, mais aussi les salaires, et s'efforça de combattre le marché noir. Il s'apprêtait, au moment de sa chute, à distribuer gratuitement aux indigents les biens confisqués aux ennemis de la République. Il avait déclenché une lutte vigoureuse contre l'Église et la religion, sécularisant les lieux de culte, pourchassant le clergé, créant un nouveau calendrier qui faisait disparaître les saints. Il essaya de créer une religion républicaine et d'assurer le triomphe de la vertu. Les mesures militaires du gouvernement révolutionnaire portèrent assez rapidement leurs fruits. L'invasion étrangère fut repoussée et le gouvernement reprit le contrôle du pays. Les mesures économiques restèrent sans effet. Ces résultats rendaient de moins en moins supportable la dictature exercée par le gouvernement révolutionnaire et ses agents. Le souci de vertu de Robespierre s'accordait mal avec la corruption de certains responsables. Lâché par les sans-culottes des sections parisiennes, Robespierre et ses amis furent renversés par les députés du centre à la Convention, mis hors la loi et exécutés sans jugement. Leur mort marqua le terme de la période populaire et démocratique de la Révolution française. Le pouvoir revenait entre les mains de la bourgeoisie qui se retrouvait face aux mêmes problèmes qu'en 1791 à 1792. Comment mettre un terme à la Révolution en préservant les acquis de 1789 ? À la recherche de l'homme providentiel. Le Marais, le centre qui avait renversé Robespierre, dut se protéger du péril contre-révolutionnaire monarchiste et du danger démocratique des sans-culottes. Partisans du juste milieu, ils s'empressèrent d'abolir la plupart des mesures du gouvernement révolutionnaire, en particulier les mesures de taxation des denrées. La liberté religieuse fut rétablie. La première mesure entraîna une envolée des prix, et dans un dernier sursaut de survie, le peuple essaya d'intimider l'Assemblée. Dispersé par l'armée, il dut remettre toutes ses armes. Cette politique de réaction incita les royalistes à lancer dans certaines régions la chasse aux patriotes. L'armée apparut comme le recours. En 1795, la Convention céda la place au Directoire. Ce régime fut celui de l'illégalité, allant de coup d'État en coup d'État pour corriger les résultats des élections. Non content de vivre dans l'illégalité organisée, il fut aussi un régime d'immoralité. La classe dirigeante étalait sans vergogne un luxe tapageur et insolent sous le regard du peuple misérable des ventres creux. Progressivement, la nation se détacha de ce régime discrédité. Cette désaffection conduisit certains hommes politiques, dont Sieyès, à envisager une réforme des institutions. Pour ce faire, il se mit en quête d'un sabre. Pour aller plus loin, le sans-culotte. C'est d'abord l'homme qui porte un pantalon, et non pas la culotte comme sous la monarchie. C'est ensuite le militant révolutionnaire issu de l'artisanat et de la boutique. Armé de la pique et coiffé du bonnet phrygien, il joua un rôle important entre 1792 et 1795. Présenté de façon caricaturale comme un dangereux sanguinaire, il servit de repoussoir aux bien-pensants. Napoléon Bonaparte.
Cet homme providentiel à qui pour un temps les vainqueurs de 1789 s'en remirent pour préserver l'ordre et leur propriété fut Napoléon Bonaparte. Mais il ne voulait pas être un instrument des bourgeois. Il prit le pouvoir le 18 Brumaire de l'an 8, 9 novembre 1799, avec l'intention bien arrêtée de l'exercer lui-même et de le conserver. En décembre 1799, il fit approuver par un plébiscite une nouvelle constitution. Il réorganisa la France dans le cadre d'un régime centralisé. Il rétablit l'ordre auquel tout le monde aspirait et mit en place une administration efficace. Il garantit les acquis fondamentaux de la révolution bourgeoise de 1789 à 1790 et restaura la paix religieuse en signant un concordat avec le Saint-Siège. Lassé par 10 ans de lutte et de grandes difficultés matérielles, le peuple accepta le régime. Quant à la bourgeoisie, le peu de liberté toléré par le premier consul, puis l'empereur, lui parut dans un premier temps suffisant, si cela permettait de sauver l'égalité civile et la propriété, et si cela garantissait le retour de la prospérité. La Révolution apporta à la France et tenta de diffuser en Europe le principe de l'égalité civile. La loi égale pour tous devait, seule, régler la vie des hommes auxquels étaient garanties les libertés fondamentales. Elle fit faire aux Français l'expérience de plusieurs systèmes politiques. Tous reposaient sur une constitution écrite, instituant une séparation plus ou moins complète des pouvoirs et étaient organisés autour des représentants de la nation. Il revint à Bonaparte de réorganiser rationnellement l'administration française en bâtissant les grandes institutions publiques des finances, de la justice, de l'instruction et de l'armée. L'œuvre reprit bien des réalisations des régimes antérieurs, monarchie incluse. Cette reconstruction centralisée permit de sauvegarder l'unité nationale. Anecdote sur la chasse. Le droit de chasse, reconnu à chacun en 1789, fait qu'il est aujourd'hui impossible de restreindre le droit de détenir une arme de chasse tant l'attachement est fort à cette conquête révolutionnaire. Résonance. Les références à la Révolution sont multiples et souvent encore passionnées. Il n'est pas indifférent qu'en 1935, les dirigeants des principaux partis de gauche aient choisi d'annoncer la constitution du Front populaire sur la place de la Bastille. Le 10 mai 1981, c'est au même endroit que les militants de gauche fêtèrent la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Jusqu'à un passé très récent, de nombreux républicains mangeaient de la tête de veau le 21 janvier, jour anniversaire de l'exécution de Louis XVI. Le sinistre régime de Vichy mis à part, la fête nationale est depuis la Troisième République fixée au 14 juillet et l'hymne national est la Marseillaise, c'est-à-dire le chant de marche des volontaires marseillais de l'armée du Rhin. La plupart de nos administrations ont été réorganisées à cette époque. Le baccalauréat et quelques prestigieuses grandes écoles sont des créations de la Révolution. Chapitre 77. Les droits de l'homme et leurs critiques. La principale déclaration des droits de l'homme est celle de 1789. Mais l'origine historique de l'idée de droits de l'homme est plus ancienne, et après avoir été la cible de critiques d'inspiration contre-révolutionnaire ou marxiste, elle connaît aujourd'hui un important renouveau. Origine de l'idée de droits de l'homme. Chez les anciens existait sans doute l'idée que l'on a des devoirs envers tous les hommes, comme le montre en particulier la notion chrétienne de charité qui illustre la parabole du bon samaritain. En revanche, l'idée que chaque homme a droit à un certain nombre de garanties est plus récente. L'idée qu'il existerait partout et toujours des droits propres à l'homme en tant qu'il est homme est au cœur des théories du droit naturel à partir du XVIe siècle. Elle suppose l'immutabilité de la nature humaine à travers les âges ou les pays. C'est Hobbes qui, dans son Léviathan, 1651, introduit l'idée que, dans l'état de nature hypothétique existant avant toute société, il y aurait un droit de chaque homme à toute chose, ce qui conduit à un état de guerre de tous contre tous dont il faudrait sortir par le pacte social. Locke transformera cette notion en établissant dans cet état de nature un certain nombre de droits, de propriété, d'expression, de résistance à l'oppression que la société politique aura pour fonction de préserver. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'un homme défini à l'état de nature comme individu séparé.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La première déclaration des droits est celle de l'État américain du Massachusetts en 1780, et la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776 considérait déjà comme des vérités évidentes par elles-mêmes que les hommes naissent égaux, que le Créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La déclaration adoptée par l'Assemblée nationale le 26 août 1789 récapitule, sous les auspices de l'être suprême, les droits déjà énoncés par Locke, mais les replace au sein d'une organisation politique déterminée. Comme l'indique l'intitulé même de cette déclaration, les notions d'homme et de citoyen sont liées, et on n'est vraiment homme qu'au sein d'une société politique légitime. Aussitôt après l'énumération des droits de l'homme, la déclaration affirme le principe de la souveraineté nationale qui doit les garantir. Les principaux droits sont la liberté d'opinion et de conscience, en particulier religieuse, la liberté de presse, la sûreté, qui est liée à la liberté, et le droit de propriété. C'est sur la question de la liberté religieuse que les débats seront les plus animés. Par ailleurs, on estime nécessaire que ces droits soient déclarés, c'est-à-dire récapitulés dans un texte écrit qui aura une valeur constitutionnelle. Certes, ces droits sont présentés comme évidents. Selon Lafayette, la déclaration doit dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde sent. Mais le fait de les rédiger, de les déclarer, doit leur donner une plus grande force. C'est au nom de ces droits de l'homme qu'il sera désormais possible de juger tout régime politique à venir, de comparer les actes du pouvoir législatif et exécutif avec le but de toute institution politique. En ce sens, la déclaration ne s'adresse pas seulement à la France, mais au monde entier. Cette déclaration est la plus haute réalisation d'une révolution qui se pense comme exprimant les exigences de la raison et de l'humanité et qui envisage de reconstruire de fond en comble la société conformément à ces exigences, sans tenir compte des coutumes, qualifiées de préjugés. Selon le mot de Rabot-Saint-Étienne qui résume bien cette entreprise, notre histoire n'est pas notre code. Grand texte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Reprise dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, ni arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Résonance. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 a été complétée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par une Déclaration universelle des droits de l'homme qui prétend ne pas s'en tenir aux droits purement politiques et abstraits de 1789 et aborder les droits économiques et sociaux substantiels à la santé, à l'éducation, aux loisirs. Par leur incorporation dans la Constitution de 1958, ces deux déclarations des droits peuvent prendre une valeur juridique, celle de principes généraux du droit, bien qu'il soit fort difficile et peu réaliste de réclamer devant un tribunal le droit à la santé ou le droit au travail. En ce qui concerne la santé, la judiciarisation croissante de la société française accroît le nombre de procès et, en réaction, l'extension du principe de précaution. Les critiques des droits de l'homme. Dès son apparition, la doctrine des droits de l'homme est critiquée de deux côtés apparemment opposés, mais qui en fait se rejoignent. Les contre-révolutionnaires comme Burke, dès 1790, dans ses réflexions sur la Révolution de France, Maistre ou Bonald, critiquent l'abstraction de ces droits de l'homme. Selon la formule de Maistre, dans ses Considérations sur la France, 1797, l'homme en général n'existe pas. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Cette volonté de plier à une idée la réalité diverse et fluctuante ne pouvait, selon Burke, que conduire à la terreur. D'un autre côté, Karl Marx, dans La question juive, 1844, critique la doctrine des droits de l'homme comme n'étant que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, du bourgeois, de l'individu séparé de la communauté, replié sur lui-même. Ces droits se résument selon lui à la garantie du droit de propriété. Religion. Chapitre 78. Libertinage et athéisme. Face aux religions dominantes, un courant athée ou anti-religieux existe dès le XVIIe siècle, même si c'est la plupart du temps sous une forme clandestine. On parlera alors de libertinage. Au XVIIIe siècle apparaîtra une forme d'athéisme plus radicale chez certains des philosophes des Lumières. L'existence de ces courants pose la question de la tolérance des religions dominantes à leur égard et de la tolérance entre les diverses religions. Le libertinage. Libertinus désigne à Rome ce qui concerne les affranchis, ceux qui sont libérés de l'esclavage. Au XVIe siècle, à Genève, la secte protestante des libertins s'oppose au calvinisme dominant.
Ce terme sera ensuite revendiqué au XVIIe siècle par certains libres penseurs, mais la connotation péjorative finira par l'emporter au XVIIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, on appelle libertins ceux qui, autour de Théophile de Viau, s'opposent par des pratiques provocatrices à la religion établie et à ses coutumes. Selon Boileau, un libertin met l'honneur à rompre jeûnes et carêmes. Ce libertinage devient libertinage érudit avec Gassendi, Cyrano de Bergerac, Lamotte le Veillé et Naudet, qui fondent leur critique de la religion sur une philosophie matérialiste inspirée d'Épicure. Cette inspiration libertine se retrouve dans le fameux Dictionnaire historique et critique de Bayle, en 1695 à 1697. Pascal combattra ces libertins, notant que l'athéisme est une marque de force d'esprit, mais jusqu'à un certain degré seulement. Les thèses matérialistes et athées se retrouvent dans toute une série de manuscrits clandestins circulant à cette époque, dont le plus célèbre est le Traité des trois imposteurs, qui dénonce Moïse, Jésus et Mahomet. Cependant, au XVIIIe siècle, le terme sera repris pour désigner un mode de vie déréglé, en particulier au point de vue sexuel, avec l'idée qu'une pensée libre implique nécessairement une vie dépravée. C'est ce sens qui s'est imposé aujourd'hui. L'athéisme. Il convient de distinguer l'athéisme et le panthéisme, qui sont souvent confondus. L'athéisme est l'affirmation qu'il n'existe pas de Dieu. Le panthéisme est l'affirmation que Dieu est le tout, ou la nature. Quant à l'agnosticisme, ne pas connaître, c'est l'attitude qui consiste à ne pas se prononcer sur l'existence de la divinité. L'athéisme se réclame souvent d'Épicure et de Lucrèce, même si ceux-ci critiquent surtout la religion et pensent que des dieux existent peut-être dans les intermondes, mais qu'ils n'ont aucune influence sur le destin des hommes. L'athéisme semble disparaître durant le Moyen-Âge et ne renaître qu'à la Renaissance avec des auteurs comme Giordano Bruno qui nient l'existence de Dieu. Il meurt sur le bûcher pour cette raison et aurait craché sur le crucifix qu'on lui tendait. La philosophie de Spinoza a souvent été présentée comme une philosophie athée, même si elle se présente plutôt comme un panthéisme. Nombre des philosophes des Lumières furent athées, par exemple Lamétrie, Diderot ou d'Holbach. De longues listes d'athées sont dressées par Néjon, le secrétaire de Diderot, dans son dictionnaire des athées. La question est alors souvent posée de savoir si l'athée peut être vertueux. La plupart pensent que la vertu peut être fondée sans avoir recours à la notion de Dieu. D'autres athées pensent au contraire qu'il convient de compléter l'athéisme par un immoralisme radical. L'athéisme au XIXe siècle est fondé sur la science, et souvent le fait de médecins, comme Cabanis en France ou Büchner et Vogt en Allemagne. L'athéisme se combine avec un anticléricalisme, une hostilité aux religions constituées qui se servirait de l'ignorance et des craintes des hommes pour les soumettre. L'athée se sent pour sa part libéré de ses fausses croyances et a le sentiment de faire partie d'une élite éclairée. Mais tous les athées ne sont pas d'accord pour populariser leur opinion, car ils sont conscients des risques qu'elle présente pour le maintien de la hiérarchie sociale. L'athéisme est en général loin d'être révolutionnaire, ce qui lui vaudra la critique de Robespierre « L'athéisme est aristocratique ». Enfin, le marxisme se présente comme un athéisme qui entend, en outre, rendre compte de l'existence de la religion. Selon la fameuse formule de Marx, la religion est l'opium du peuple, ce qui n'est pas entièrement négatif, car l'opium est aussi un médicament. La fin de l'exploitation capitaliste devrait mettre un terme à la religion. Citation de Marx. La misère religieuse est partiellement l'expression de la misère réelle, partiellement la protestation contre la misère effective. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans âme, tout comme elle est l'esprit de circonstances qui en sont dépourvues. Chapitre 79. La notion de tolérance. La notion de tolérance a des origines religieuses. Après la réforme et la révocation de l'édit de Nantes, la liberté religieuse est revendiquée par les protestants radicaux ou, en pays protestants, par certains catholiques. Bayle, Locke ou plus tard Voltaire réclameront cette tolérance. Pour Bayle, la liberté de conscience est sacrée.
En 1686, il publie sur ce sujet et sous un pseudonyme son commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ « Contrains-les d'entrer ». En effet, les adversaires de la tolérance se servaient volontiers, depuis saint Augustin, du compelle intrare de l'évangile de Luc pour justifier les conversions forcées. Locke, dans son essai sur la tolérance de 1667, insiste sur la nécessaire distinction de l'autorité politique et du pouvoir religieux. Le Christ n'a fondé aucun pouvoir temporel. Du reste, il n'est pas dans les capacités du pouvoir politique de contraindre les consciences qui restent nécessairement libres. La tolérance implique une séparation radicale de l'Église et de l'État. Voltaire, dans l'article « Tolérance » du dictionnaire philosophique, estime que l'intolérance est propre à la religion chrétienne qui aspire à la domination universelle, alors que les Juifs ou les Romains acceptaient que chaque peuple eût sa religion. Voltaire s'engage directement contre l'intolérance à l'occasion des affaires Calas, Sirvin ou du Chevalier de la Barre. Les adversaires de la tolérance arguent au contraire que la tolérance est une marque de faiblesse et d'erreur. Bossuet se flatte que la religion catholique soit la plus sévère et la moins tolérante de toutes les religions. Résonance. Au début du XIXe siècle, le contre-révolutionnaire de Bonald notera que Dieu est suprêmement intolérant. L'Église ne peut se tromper. Le dogmatisme va de pair avec l'idée de vérité. Dans la deuxième partie du siècle, le pamphlétaire catholique Louis Veuillot explique aux républicains « Je réclame la liberté au nom de vos principes, je vous la refuse au nom des miens ». La tolérance peut verser aujourd'hui dans le relativisme qui accepte tout, y compris l'intolérable. Le relativisme se présente souvent comme une forme de mauvaise conscience de l'homme blanc. Philosophie. Chapitre 80. La philosophie des Lumières. Terminologie. Lumière. Traduit de l'allemand Aufklärung, qui désigne l'action d'éclairer. En italien, lumière se dit illuminismo et en anglais enlightenment. Mais en France, le terme d'illuminisme désigne justement les ennemis des Lumières, philosophes visionnaires ou gnostiques comme saint Martin, qui développent toute une symbolique de la lumière. Le mouvement des Lumières est au XVIIIe siècle un mouvement européen. Il se caractérise par une volonté de donner toute sa place à la raison, contre l'argument d'autorité dont usent en particulier les religions, que la plupart des auteurs des Lumières disqualifient comme superstition. Du point de vue politique, les philosophes des Lumières appellent à un combat pour la tolérance, mais partent aussi à la recherche d'un gouvernement éclairé. Pour ce faire, ils espèrent beaucoup du despotisme éclairé dont ils croient trouver des exemples en Frédéric II de Prusse ou Catherine II de Russie, la Sémiramis du Nord. Il convient de noter le grand prestige de la France à cette époque. Le français est la langue que parlent toutes les élites européennes. Cependant, les Lumières ont des particularités nationales. Les Lumières anglaises n'ont pas de dimension politique et les Lumières allemandes sont plus anticatholiques que véritablement antireligieuses. La devise des Lumières. Le philosophe Emmanuel Kant tente de répondre à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» en 1784. Il estime que les Lumières, c'est un acte de courage, la décision d'user de sa raison. Les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. Il ne doit plus se fier à un autre pour penser. En ce sens, selon Kant, la devise des Lumières devrait être « sapere aude » et le courage de te servir de ton propre entendement, selon une formule empruntée à Horace. Épître, livre 1, 2, 40. Mais pour parvenir à sortir de cette minorité, il faut que l'homme ne soit plus seulement un individu. Les Lumières renvoient à l'idée d'un progrès collectif. Il est donc difficile pour tout homme pris individuellement de se dégager de cette minorité devenue comme une seconde nature. En revanche, il est possible qu'un public, une opinion publique, s'émancipe progressivement, à condition que soient garanties les libertés de penser et de publier. Grand personnage. Kant. Emmanuel Kant, 1724 à 1804, a vécu et enseigné à Königsberg.
Il est l'auteur de l'une des plus grandes œuvres de la philosophie, la Critique de la raison pure, 1881, deuxième édition, 1787. Avouant avoir été éveillé de son sommeil dogmatique par la lecture de Hume, il y opère une révolution copernicienne qui consiste à faire de la question du sujet connaissant le centre de toute philosophie. Ce ne sont pas nos connaissances qui doivent se régler sur les objets, ce sont plutôt les objets qui se règlent sur nos connaissances. Sa philosophie sera donc une philosophie critique, c'est-à-dire qui s'interroge sur les conditions de possibilité de la connaissance et, dans la critique de la raison pratique, de l'action. Dans toute connaissance, il y a une part a posteriori qui vient de l'expérience et une part a priori qui vient du sujet. La philosophie morale de Kant insiste sur le fait que le devoir est un impératif catégorique, c'est-à-dire qui doit être respecté de façon absolue, sans condition. Elle s'oppose radicalement à toutes les morales de l'intérêt. Kant participe au débat de son temps, qu'il s'agisse de définir la notion de lumière ou d'analyser la portée de la Révolution française. Il montre également l'importance de l'idée d'une histoire universelle pour civiliser l'homme, entreprise toujours hasardeuse. Les philosophes. L'acteur principal, le héros des Lumières, est le philosophe, terme qui désigne alors tout écrivain favorable aux Lumières, dont la première figure est celle de Bayle, héros de la raison persécuté par l'Église. Le philosophe, tel que le définit Dumarsais dans l'article « Philosophe de l'Encyclopédie », est un homme qui agit en tout par raison, qui use de l'esprit d'observation, mais aussi qui ne se croit pas en exil dans ce monde, et qui aspire à y vivre en honnête homme et en homme d'action. Selon Voltaire également, le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des charrues et par conséquent des habitants. Ce philosophe n'est en aucun cas un métaphysicien. Et tout le XVIIIe siècle critique le système, comme le fait Condillac dans son traité des systèmes, 1749, en particulier le système cartésien et ses tourbillons. Le modèle, ce sont les sciences expérimentales, et surtout l'œuvre de Newton, 1642 à 1727. Les romans cartésiens sont remplacés par le refus newtonien des hypothèses. Hypotheses non fingo. Je ne forge pas d'hypothèse. La philosophie empiriste issue de Locke est l'autre référence centrale pour les philosophes du XVIIIe siècle. Résonance. La figure du philosophe des Lumières qui met son savoir au service d'une action dans le monde inspirera celle de l'intellectuel engagé qui voit le jour avec l'affaire Dreyfus et connaît sa fin provisoire avec Sartre. Pour aller plus loin, la philosophie empiriste. John Locke, 1632 à 1704, dans son essai sur l'entendement humain, 1690, soutient contre la doctrine des idées innées que toutes les idées viennent de l'expérience. L'intelligence de l'homme est à l'origine une table rase, une feuille vierge sur laquelle viennent s'imprimer les idées issues de l'expérience, c'est-à-dire de la sensation. Cette expérience a deux sources, l'expérience externe, ou sensation, et l'expérience interne ou réflexion qui opère sur les idées issues de ces sensations. Cette philosophie est reprise et développée par Hume, 1711 à 1776. Son traité de la nature humaine, 1739, souligne que l'apparente relation que nous établissons entre deux faits, dont l'un est qualifié de cause et l'autre d'effet, est seulement due à l'habitude. La répétition de telles séquences ne leur donne aucun caractère nécessaire. Il n'est ainsi pas possible d'affirmer d'une manière certaine que le soleil se lèvera demain. En France, l'empirisme aboutit au sensualisme de Condillac, 1715 à 1780, qui ramène tout à la sensation, y compris la réflexion. Il l'illustre dans le traité des sensations, 1754, avec sa célèbre hypothèse de la statue qui n'est rien d'autre que les sensations qu'elle éprouve, et donc tout d'abord odeur de rose, l'odorat étant la sensation la plus primitive. Résonance. La philosophie empiriste, toujours dominante dans le monde anglo-saxon, connaîtra un renouveau au XXe siècle avec le courant de l'empirisme logique ou néopositivisme, qui complète l'empirisme par les résultats de la logique formelle moderne.
Le texte de Kant sur les Lumières est, selon Michel Foucault, le premier exemple d'une tentative de la philosophie pour réfléchir sur aujourd'hui. En ce sens, il l'estime caractéristique de l'attitude propre à la modernité et le rapproche des remarques de Baudelaire sur ce sujet. Lumières et ombres. La métaphore des lumières qui l'emportent sur les ténèbres implique l'idée que la victoire des Lumières est une nouvelle aurore, le début d'une ère nouvelle qui s'oppose radicalement à l'obscurantisme des siècles antérieurs. Cette clarté se propage vers l'avenir et est le résultat d'un effort collectif. Ainsi, selon Diderot, nos travaux doivent avoir pour but ou d'étendre les limites des places éclairées, ou de multiplier sur le terrain les centres de lumière. Le progrès des connaissances est particulièrement manifeste dans le domaine scientifique, et c'est chez des auteurs comme Fontenelle ou Condorcet que se rencontre d'abord l'expression de progrès des Lumières. Curieusement, à cette métaphore des Lumières s'oppose chez leurs adversaires une autre référence à la lumière. L'illuminisme, avec des auteurs comme Swedenborg ou Saint-Martin, fait référence à une illumination intérieure de type mystique. Cette lumière est à rechercher dans le passé et non dans l'avenir. En effet, l'idée d'une référence à la vérité comme lumière se trouvait déjà dans la tradition chrétienne. Résonance. La métaphore des Lumières sera reprise pendant la Révolution française par toute une série d'images solaires, qui continue aussi le mythe solaire de la monarchie absolue. Chapitre 81. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Terminologie. Encyclopédie. Le terme désigne en grec, chez Plutarque, une instruction circulaire, c'est-à-dire embrassant le cercle complet des connaissances. L'encyclopédie, qui ne devait au départ être que la traduction d'une encyclopédie anglaise, devient progressivement le monument des Lumières et l'instrument des combats des philosophes. Elle est principalement animée par Diderot et d'Alembert, mais bénéficie de la collaboration de la plupart des philosophes des Lumières. Un projet de combat. Le XVIIIe siècle peut être considéré comme le siècle des dictionnaires, en particulier des dictionnaires de langue, comme le dictionnaire de Furetière, celui de l'Académie, ou le dictionnaire de Trévoux des Jésuites. Toutefois, le principal monument en est l'encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, qui paraît de 1751 à 1771 sous la responsabilité de d'Alembert, Diderot et du chevalier de Jaucourt. L'idée de départ du libraire Le Breton était de traduire la Cyclopédia anglaise de Chambers. Mais Diderot, avec la collaboration de d'Alembert, élargit rapidement son projet. Il s'agit d'exposer la totalité du savoir en montrant les progrès de la raison et en combattant les préjugés. Loin de se contenter de critiquer les connaissances passées comme le faisait le dictionnaire historique et critique 1695 à 1697 de Bayle, l'encyclopédie entend donner une vision constructive de la science et des techniques du temps. Il convient, selon Diderot, de faire preuve de hardiesse dans l'esprit. Le choix d'un dictionnaire alphabétique n'a pas seulement des vertus pédagogiques. Le système de renvoi permet de plus ou moins discrètes critiques antireligieuses. Ainsi, des articles importants respectent l'opinion orthodoxe mais renvoient à des articles mineurs qui la critiquent. Par exemple, l'article Cordelier, respectueux, renvoie à l'article Capuchon qui se moque de ses moines. L'article sur la plante Agnus Siticus est l'occasion d'une critique de la superstition et des miracles. Le prospectus, rédigé par Diderot en 1750, insiste sur l'importance des arts mécaniques et des métiers, ainsi que des planches au sein de cette encyclopédie. Ces superbes planches illustrant les arts mécaniques seront pour beaucoup dans le succès de l'encyclopédie. D'un point de vue politique, l'influence de Montesquieu se fait sentir, et aucun des auteurs, mis à part Rousseau, n'est hostile à une monarchie éclairée. Une histoire mouvementée. L'encyclopédie est attaquée à la fois par les jésuites et les jansénistes, et les deux premiers volumes sont interdits en 1752 à la suite de l'affaire de l'abbé de Prades, collaborateur de Diderot pour l'article Certitude, dont la thèse est jugée hérétique par les jésuites.
Cependant, en même temps, ces auteurs sont protégés par des personnages aussi puissants que le directeur de la librairie, Malesherbes, qui les a prévenus des poursuites à venir et qui permettra la reparution de l'encyclopédie en 1753. Les dévots poursuivent néanmoins leurs attaques. Une autre polémique éclate lors de la parution de l'article Genève de d'Alembert, qui est attaqué par Rousseau dans sa lettre à d'Alembert au motif qu'il aurait voulu introduire le théâtre corrupteur à Genève. D'Alembert se retire alors du projet que Diderot poursuit avec Jaucourt. Avec le scandale qui suit l'apparition de l'Esprit d'Helvétius, ses adversaires arrivent à faire interdire l'encyclopédie en 1758. Mais protégée par Malesherbes, l'entreprise continue et est facilitée par l'expulsion des Jésuites de France en 1762. La totalité du savoir. Il s'agit d'exposer la totalité du savoir, conformément au terme même d'encyclopédie, mais donc aussi de montrer que ce savoir forme un système qu'il est possible d'ordonner. C'est ce qu'explique Diderot dans l'article Encyclopédie. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général. Ce système est précisé dans le discours préliminaire de d'Alembert qui expose le tableau des connaissances humaines. Sa classification des sciences s'inscrit dans la continuité de celle de Bacon dans le Novum Organum. Elle est fondée sur les facultés principales de l'homme qui sont la mémoire, la raison et l'imagination. Les trois sciences principales sont donc l'histoire, la philosophie et la poésie. La classification a d'autant plus de raisons d'être rapportée à l'homme que toutes ces connaissances n'ont de signification qu'au regard de l'homme, centre commun de l'encyclopédie comme il l'est de l'univers. L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener si l'on veut plaire, intéresser, toucher jusque dans les considérations les plus arides et les détails les plus secs. Les progrès des Lumières. L'entreprise de l'encyclopédie ne se comprend que si l'on pense qu'il peut y avoir une augmentation des Lumières, et que cette récapitulation permettra à ceux qui nous suivent d'aller plus loin. Le progrès des Lumières est donc naturellement un progrès de la moralité et du bonheur, contrairement à ce qu'affirmera bientôt Rousseau. Citation de l'encyclopédie. L'encyclopédie s'adresse, toujours selon l'article Encyclopédie de Diderot, aux hommes avec qui nous vivons, mais aussi aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. Une œuvre collective. Face à un objet si étendu, la seule chose qu'on aperçoive distinctement, c'est que ce ne peut être l'ouvrage d'un seul homme. Il ne peut pas non plus être l'œuvre d'une société savante qui est trop spécialisée. Il faut réunir des hommes liés par l'intérêt général du genre humain et par un sentiment de bienveillance réciproque. C'est l'aspect collectif de l'œuvre qui frappe particulièrement les contemporains et qui lui donne le caractère d'une aventure. Les collaborateurs sont à la fois des amis de Diderot et d'Alembert, comme le grammairien Dumarsais ou Jean-Jacques Rousseau, des philosophes sensualistes, comme Condillac ou Helvétius, des abbés peu orthodoxes, comme l'abbé Morellet ou l'abbé de Prade, des médecins et naturalistes, comme Louis et Daubenton, des économistes, comme Quesnay, Necker, Turgot, mais aussi des techniciens qui sont allés directement se renseigner auprès des ouvriers les plus habiles. Résonance. L'encyclopédie moderne, parue de 1782 à 1832 chez l'éditeur Panckoucke, se présenta comme la suite de l'encyclopédie. Le même idéal a été repris par l'encyclopédie française, publiée pour l'essentiel entre les deux guerres, à l'initiative d'Anatole de Monzie et sous la direction de l'historien Lucien Febvre. Mais cette encyclopédie ne veut pas réunir seulement le camp laïque qui est à l'origine de ce projet. Littérature. Chapitre 82. Voltaire le mondain. Voltaire, 1994 à 1778,
est le représentant le plus typique du XVIIIe siècle des philosophes. À la fois mondain et élégant, ne prenant rien au sérieux et surtout pas lui-même, mais également philosophe actif et engagé, qui représente le premier intellectuel au sens moderne du terme. Le conte philosophique, à la fois sérieux et plein d'entrain, est le genre qui le résume le mieux. Il est en tout, comme l'a bien vu Goethe, le contraire de Rousseau. Anecdote sur Voltaire et Rousseau. Alors que leur dispute fut souvent très violente, les restes de Voltaire et de Rousseau se sont retrouvés face à face au Panthéon. Voltaire y est entré en 1791, Rousseau en 1794. Résonance. Selon Goethe, avec Voltaire, c'est un monde qui finit, avec Rousseau, c'est un monde qui commence. Voltaire, c'est encore les Lumières et la cour, Rousseau, c'est le sentiment et la République. D'une vie chez les rois à la vie d'un roi. François-Marie Arouet est fils d'un notaire et homme d'affaires. Il reçut une culture classique au lycée Louis-le-Grand et entreprit des études de droit, puis commence une carrière de diplomate. Mais il est surtout vite remarqué dans le monde pour ses écrits satiriques sur les amours du régent qui lui valent d'être enfermé 11 mois à la Bastille. Commençant une carrière littéraire, il se choisit un pseudonyme, Voltaire, anagramme de Arouet le Jeune. Il fera lui-même son nom, comme il le réplique au Rohan qui l'a fait bastonner et s'offusquait qu'il n'ait même pas un nom. « Mon nom, je le commence, et vous finissez le vôtre. » Il devient célèbre avec ses pièces de théâtre, comme Oedipe en 1712. On voit en lui le nouveau Corneille. Il est riche, ayant hérité de son père. Toutefois, il se querelle avec le chevalier de Rohan et réclame justice en vain. Il retourne à la Bastille, puis s'exile 3 ans en Angleterre, de 1726 à 1729. Il y écrit une épopée, la Henriade, en 1728, qui a un énorme succès, de même que Zadig, en 1732. Mais les lettres philosophiques, aussi appelées lettres anglaises, 1734, sont condamnées au feu. Il doit à nouveau quitter Paris et s'installe à Cirey auprès de Madame du Châtelet, avec qui il se consacre à des travaux historiques, philosophiques et scientifiques. Sa tragédie, le fanatisme ou Mahomet le prophète, est interdite. Rappelé à la cour par son condisciple d'Argenson, devenu ministre, il est nommé historiographe du roi, élu à l'Académie, mais Louis XV ne l'aime pas et il n'est bientôt plus en grâce. Il se rend ensuite à la cour de Frédéric II de Prusse, d'où il publie Le siècle de Louis XIV, en 1751, et Microméga, en 1752. Il attaque Maupertuis, secrétaire de l'Académie de Prusse, et se brouille avec Frédéric II, qui le fait enfermer. Il s'installe alors dans sa propriété des Délices, près de Genève. Il y publie le poème sur le désastre de Lisbonne, en 1756, qui marque un infléchissement de sa pensée dans un sens pessimiste. Ensuite, l'article Genève de l'encyclopédie déclenche un scandale et il doit à nouveau changer de résidence. Il se réfugie enfin en 1760 à Ferney, en France, près de la frontière suisse, où il restera jusqu'à sa mort. Il y mène une vie de seigneur de village et reçoit ou correspond avec tout ce qui compte en Europe. Après avoir vécu chez les rois, je me fis roi chez moi. Il se consacre à la lutte contre l'intolérance à l'occasion de l'affaire Calas et d'autres affaires. Il a une activité débordante, publie le traité sur la tolérance en 1763 et de nombreux pamphlets, pièces et romans. Il fait un retour triomphal à Paris en 1778, où il meurt. La production de Voltaire est immense. Il laisse près de 90 ouvrages dans tous les genres, épopée, théâtre, philosophie, science, histoire, et surtout, dans un genre qu'il crée, le conte philosophique, illustré entre autres par Zadig, Microméga et Candide. Le modèle anglais. Son séjour en Angleterre lui fait découvrir un pays de liberté religieuse et politique qu'il s'emploie à faire connaître aux Français dans les lettres philosophiques et qui sera à l'origine de l'anglomanie qui s'empare du XVIIIe siècle français. L'Angleterre est un pays de liberté religieuse où plus de 30 sectes vivent en harmonie. C'est un pays où le développement du commerce entraîne la liberté politique. Le commerce qui a enrichi les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres.
L'équilibre des pouvoirs entre le roi et le Parlement fait que le prince tout-puissant pour faire du bien a les mains liées pour faire du mal. En philosophie, l'Angleterre a produit l'empirisme de Locke, qui utilise une méthode expérimentale et que Voltaire oppose au roman de Descartes. Tant de raisonneurs ayant fait le roman de l'âme, un sage est venu qui en a fait modestement l'histoire. Du point de vue scientifique, Voltaire s'enthousiasme pour l'œuvre de Newton, qu'il popularisera en France dans son épître à Madame du Châtelet, 1736, et qu'il utilisera dans son conte Microméga. Écrasons l'infâme. À partir de son arrivée à Ferney, Voltaire va se consacrer à la défense d'hommes injustement condamnés pour des raisons la plupart du temps religieuses. Ce sont les affaires Calas, Sirvin, Delabarre, Lally Tollendal, pour lesquelles il organise de véritables campagnes de presse et d'opinion. L'affaire Calas est exemplaire. Le père Calas, protestant, avait été condamné à mourir sur la roue en 1762 sous le prétexte qu'il aurait pendu son fils qui voulait se faire catholique. Voltaire s'informe auprès des enfants Calas qu'il a recueillis. Il conclut à une erreur judiciaire et luttera pendant 3 ans pour la réhabilitation de Calas. Il écrit alors son traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas, 1763. Cette affaire a le mérite d'être tout à coup une critique du fanatisme. Si le père Calas était innocent, c'est une victime du fanatisme. Si même il avait été coupable, ce serait un fanatique dont son fils aurait été victime. Le fanatisme est de toute façon coupable. Voltaire combat de la même manière dans l'affaire du chevalier de la Barre, accusé injustement d'avoir mutilé un crucifix et décapité à Abbeville. Une religion est particulièrement intolérante selon Voltaire, le catholicisme, et il lance une campagne sur le thème « Écrasons l'infâme qu'est cette religion ». Un moment, il espère que Frédéric II parviendra à détruire le catholicisme. Le déisme. Voltaire critique les religions, mais il n'est pas athée. Il estime qu'on ne peut se passer de Dieu pour des raisons à la fois sociales et philosophiques. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Pour des raisons sociales d'abord. Il faut un Dieu rémunérateur et vengeur pour retenir nos laquais de nous voler et de nous égorger. Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets croient en Dieu et je m'imagine que j'en serai moins volé. On raconte que Voltaire ne souhaitait pas que ses amis philosophes et athées soutiennent leur thèse à table devant ses serviteurs. D'autre part, on ne peut se passer du Dieu des philosophes et des savants, du Dieu de Locke et de Newton. Il faut un Dieu horloger, éternel architecte du monde, mais ce Dieu est égal à X. On ne peut le définir avec précision. Je ne sais ce que sont les attributs de Dieu. Il se réfère simplement à un être suprême, Dieu de tous les mondes et de tous les temps. Voltaire est bien un déiste à la recherche d'une religion naturelle. Candide et le conte philosophique. Voltaire est, au long de sa carrière, l'inventeur d'un nouveau genre littéraire, le conte philosophique, illustré par Zadig, Microméga, l'ingénu ou l'homme aux 40 écus. Ces contes lui permettent d'illustrer une idée philosophique d'une manière tout à fait vivante et humoristique. Les personnages, toujours comiques, y incarnent des idées sans être didactiques. Grand texte. Candide. Ce conte est écrit contre l'optimisme excessif des disciples de Leibniz et contre le Rousseau de la lettre sur la Providence. Il se contente pour cela de constater l'existence de fait du mal, et chaque épisode des aventures de Candide autour du monde lui fait découvrir une nouvelle forme de mal. Candide vivait heureux en Westphalie dans le château du baron Thundertentronckh. Il a pour précepteur Pangloss, disciple de Leibniz et de Wolff. Il est amoureux de Cunégonde, fille du baron. Mais celui-ci le chasse et il est enrôlé de force comme soldat, participe à une bataille sanglante, déserte, retrouve Pangloss qui lui annonce que tous les habitants du château ont été massacrés. Il passe à Lisbonne le jour du tremblement de terre de 1755. Pangloss est pendu par l'Inquisition, Candide est fouetté. Il retrouve Cunégonde, mais doit aussitôt s'embarquer pour l'Amérique, ayant été conduit à tuer 2 personnes. Il se réfugie au Paraguay, où règnent les Jésuites, dirigés par le frère de Cunégonde,
Il se querelle avec lui et le tue, fuit, manque d'être mangé par des sauvages, arrive en Eldorado et en repart avec des trésors, puis se rend à Suriname où il constate le drame de l'esclavage et où il rencontre le pessimiste philosophe Martin. Ensemble, ils vont en Angleterre, pays de liberté, mais ils y arrivent le jour de l'exécution injuste de l'amiral Byng. À Venise, il rencontre des rois détrônés. À Constantinople, il libère d'une galère le frère de Cunégonde, Épanglos, qui n'était pas mort. Il retrouve Cunégonde, vieille et laide, mais il l'épouse. Ruiné, il s'installe avec ses compagnons sur ses terres et conclut « Il faut cultiver notre jardin ». Le mondain. Voltaire a poussé l'éloge de la civilisation jusqu'à faire dans son poème Le Mondain, 1736, de façon provocante, l'éloge du luxe, du commerce qui pourvoit à tous les raffinements de la vie, des arts du doux Corrège et du savant Poussin. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements, tout honnête homme a de tels sentiments. Ô le bon temps que ce siècle de fer, le paradis terrestre est où je suis. Un des aspects essentiels de cette civilisation est la vie de l'honnête homme dans le monde qui sait faire preuve d'esprit, c'est-à-dire ne jamais se prendre au sérieux, ne pas adhérer d'une manière pesante à quelque opinion que ce soit. C'est à cette élite cultivée que Voltaire s'adresse, et sa fameuse ironie fait toujours signe à ses lecteurs qui savent entendre. Un bon exemple de cet humour voltairien est la lettre de remerciement qu'il envoie à Rousseau, qui lui avait adressé le discours sur l'inégalité. « J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre. Monsieur Chapuis m'apprend que votre santé est bien mauvaise, il faudrait la venir rétablir dans l'air natal, jouir de la liberté, boire avec moi du lait de nos vaches et brouter nos herbes. » Pour aller plus loin, Voltaire et l'histoire. Voltaire renouvelle le genre historique en faisant une histoire qui n'est pas seulement celle des rois et des guerres, mais celle de la nation, de l'esprit des hommes, c'est-à-dire de la civilisation. En particulier dans le siècle de Louis XIV, où il traite longuement des grands auteurs classiques. D'autre part, cette histoire n'est plus seulement une histoire européenne. L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756, traite aussi de l'Amérique et de l'Extrême-Orient. Voltaire souligne le rôle du hasard dans l'histoire. Seuls les grands hommes peuvent tenter d'infléchir l'histoire dans le sens d'une plus grande civilisation, comme l'a fait Louis XIV. Il ne s'est presque jamais rien fait de grand par le monde que par le génie et la fermeté d'un seul homme qui lutte contre les préjugés de la multitude ou qui lui en donne. Résonance. Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, est choqué par le détachement de Voltaire. Il n'aperçoit que le côté ridicule des choses et des temps, et montre sous un jour si hideusement gai l'homme à l'homme. Il charme et fatigue par sa mobilité. Il vous enchante et vous dégoûte. Pour Paul Valéry, au contraire, cette mobilité est ce qui fait le charme de Voltaire. Rousseau, il est l'homme d'esprit par excellence. Et le moi. Le plus délié des humains. Jean-Jacques le Rousseau, plus prompt, le plus éveillé. 1778. Tous les autres semblent est dormir avec ou Voltaire le rêvasser plus grand auprès de écrivain lui. français du XVIIIe siècle. Il passe à travers ses Mais erreurs à la différence de en homme celui-ci et des capable autres de les philosophes des exterminer Lumières, aussi lestement il annonce à qu'il certains les égards épouse. le retour de la religiosité, ainsi que le culte du moi et le romantisme du XIXe siècle. Il est tout autant philosophe systématique, en particulier dans le domaine de la philosophie politique, qu'écrivain très novateur. Son influence sur la Révolution française est sans doute plus grande que celle de tout autre auteur des Lumières. De la mondanité à la solitude. Né à Genève, orphelin élevé par son père, puis mis en pension chez un pasteur, il quitte ensuite Genève à 16 ans et mène une vie de vagabond. Il est recueilli par une dame charitable chargée de le convertir au catholicisme, Madame de Warens. Lorsqu'elle décide de le traiter en homme, il vit dans un bonheur parfait. À 29 ans, il va tenter sa chance à Paris.
D'abord avec des œuvres musicales, dont un opéra, Les Muses galantes. En 1750, il répond à une question de l'Académie de Dijon par le discours sur les sciences et les arts, où il soutient que le progrès des sciences et des arts entraîne une dégénérescence des mœurs et devient aussitôt célèbre. C'est ce qu'il nomme le funeste tournant de sa vie. Puis, en réponse à une autre question de cette Académie de Dijon, il compose le discours sur l'origine de l'inégalité, publié en 1755. Emporté par la logique de ces thèses hostiles au progrès, il entreprend une réforme morale et se détourne des mondanités au moment même où il devient célèbre. Il s'agit de retrouver en lui-même ce qui est naturel, non altéré par la société. Il vit chez divers protecteurs avec qui il se brouille souvent. Ses 3 grandes œuvres, Julie ou la Nouvelle Héloïse, L'Émile et le Contrat social, paraissent en 1761 et 1762. La Nouvelle Héloïse connaît un immense succès, mais L'Émile est condamné par le Parlement de Paris en raison des thèses religieuses de la profession de foi du vicaire savoyard. Rousseau, décrété de prise de corps, doit s'enfuir en Suisse. Pourtant, à Genève aussi, le contrat social est condamné. Il entreprend de se justifier en donnant un récit sincère et détaillé de sa vie dans les Confessions. Parti en Angleterre à l'invitation de Hume, il croit vite voir se tramer contre lui un nouveau complot. De retour à Paris, il écrit des œuvres politiques de commande, les projets de constitution pour la Corse ou la Pologne. Il se juge lui-même dans les étonnants dialogues Rousseau-Juge de Jean-Jacques. Enfin, il entreprend de revivre son bonheur passé dans Les rêveries d'un promeneur solitaire, peut-être sa plus grande réussite, qui resteront inachevées. La philosophie politique. Rousseau part d'un constat, établi dans le discours sur les sciences et les arts, que les mœurs sont dégénérées chez tous les peuples du monde à mesure que le goût de l'étude et des lettres s'est étendu parmi eux. La vertu cède la place à l'amour-propre, au souci du paraître. Les causes de cette dégradation, établies par le second discours, sont politiques. L'homme est naturellement bon, le mal n'apparaît qu'avec la société. Comme la plupart des philosophes politiques depuis Hobbes, Rousseau fait l'hypothèse d'un état de nature dans lequel se trouverait l'homme avant l'institution de la société. Mais selon lui, l'homme, dans cet état de nature, n'est ni sociable, ni doué de raison, comme le pensait Pufendorf, ni entraîné par un égoïsme actif, comme le pensait Hobbes. Ces philosophes se sont laissés entraîner par une illusion rétrospective et ont projeté sur l'état de nature des qualités qui ne sont apparues qu'avec la société. En fait, l'homme naturel est simplement un animal avantageusement organisé, qui n'est paradoxalement supérieur à l'animal que par son absence de spécialisation. Ne possédant aucune qualité propre, il peut les acquérir toutes. Il est perfectible. Le second discours décrit l'apparition de l'inégalité à la suite d'une série de circonstances hasardeuses. Pour sortir de l'état de guerre qui termine l'état de nature, les hommes signent des pactes qui se font au bénéfice des riches. Rousseau ne se contente pas de critiquer ce pacte des riches. Il lui oppose un vrai contrat légitime, fondé en droit et pas seulement en faits. Je cherche le droit et la raison et ne discute pas des faits. C'est l'œuvre du contrat social. Pour guérir la dénaturation de l'homme, il convient non pas de revenir à la nature, mais de faire appel à un art plus perfectionné. La seule dépendance qui ne soit pas contraire à la nature est la dépendance de la loi, qui est impersonnelle et inflexible. Il faut trouver une forme de gouvernement qui mette la loi au-dessus de l'homme. Chacun doit renoncer à tous ses droits en faveur de la communauté. Il affirme clairement l'idée de la souveraineté du peuple, dont le pouvoir est absolu. Contre Montesquieu, Rousseau affirme que le pouvoir ne doit pas être partagé et le peuple ne peut en aucun cas se défaire de sa souveraineté. Le pouvoir exécutif ou gouvernement est toujours subordonné au peuple souverain. Résonance. Peu lu lors de sa parution, le contrat social connaîtra un grand succès avec la Révolution française qui fait transférer les cendres de Rousseau au Panthéon. Robespierre voit en Rousseau un précepteur du genre humain et s'inspire de son idéal de vertu à la manière de la Rome antique. Dans l'autre sens, les adversaires de la Révolution, de Burke Athènes, verront souvent dans le contrat social une des causes de celle-ci par son caractère abstrait et son refus des faits. Déjà Benjamin Constant notait que le contrat social
si souvent invoqué en faveur de la liberté, est en fait le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme. Pour aller plus loin, la pédagogie de Rousseau. L'entreprise politique de Rousseau se complète d'une philosophie de l'éducation. Dans Émile ou de l'éducation, qui reprend pour une large part le plan de la République de Platon, il s'agit de former un homme bon et juste dans une société qui ne l'est pas, au cas où il serait impossible de réaliser la cité du contrat. Ce livre propose une pédagogie idéale qui n'est pas directement réalisable. Il faut en effet supposer Émile riche et noble et remplacer ses parents, qui projettent nécessairement sur lui des intérêts égoïstes, par un gouverneur qui prendrait totalement en charge son éducation et lui consacrerait sa vie. La première phrase du livre est un constat. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Le but de l'éducation est donc de préserver l'enfant des influences sociales, ou tout au moins de retarder leur action néfaste. Cette éducation est d'abord purement négative. Il faut savoir perdre du temps. Il faut laisser l'enfant jouir de son enfance, ne pas lui imposer des exigences qui sont celles de l'âge adulte et partir des capacités propres à chaque âge de l'enfant. L'Émile peut ainsi être considéré comme le premier traité de psychologie enfantine. Il ne faut jamais contredire la nature. Rousseau se prononce contre l'usage du maillot, qui fait que l'enfant naît dans l'esclavage, et contre le recours à des nourrices. Il faut retarder au maximum la fréquentation des livres, en particulier des fables de La Fontaine, qui sont une leçon d'immoralité. Il ne faut point d'autres livres que le monde, point d'autre instruction que les faits. Le premier livre d'Émile sera le Robinson Crusoé de Defoe, 1719, qui est le livre du monde, celui de l'homme solitaire dans l'état de nature. Contrairement aux idées de Locke, Rousseau estime qu'il ne faut pas raisonner avec les enfants. Ils doivent être soumis à l'autorité inflexible des choses, des faits. La profession de foi du vicaire savoyard expose dans le cadre sublime de la vallée du Pô la religion naturelle, simple et sensible au cœur qui conviendra à Émile, bien distincte des religions révélées. Ces règles sont, au fond de mon cœur, écrites par la nature en caractère ineffaçable. Résonance. L'Émile sera souvent considéré comme l'ouvrage fondateur de la pédagogie moderne, de Montessori à Freinet, dans la mesure où Rousseau y insiste sur la place centrale de l'enfant, qu'il faut considérer comme un être ayant ses propres rythmes et intérêts, au lieu de partir de l'adulte qu'il doit devenir. Le moi et la nature. En attendant de refonder la société ou de réformer l'homme, Rousseau ne trouve son bonheur que dans l'écriture, dans l'évocation de sa propre vie passée et de ses sentiments. Il explique ainsi l'origine de la nouvelle Héloïse. Il y décrit à plaisir des êtres vertueux dans un cadre naturel de montagnes et de lacs selon son cœur. Citation de la nouvelle Héloïse. L'impossibilité d'atteindre aux êtres réels me jeta dans le pays des chimères. Et ne voyant rien d'existant qui fût digne de mon délire, je le nourris dans un monde idéal que mon imagination créatrice eut bientôt peuplé d'êtres selon mon cœur. L'homme naturel, c'est en lui-même qu'il le retrouve, d'où l'importance de ses œuvres autobiographiques. En particulier dans les Confessions, dont le titre fait référence à saint Augustin, il entend donner un témoignage totalement véridique sur sa vie, ses vertus, mais aussi ses vices, depuis ses petits larcins et mensonges jusqu'à son exhibitionnisme ou l'abandon de ses enfants. Je veux montrer un homme dans toute la vérité de la nature. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je me suis montré tel que je fus. Méprisable, bon, généreux. Il veut ainsi se disculper de tout ce dont il pense que ses ennemis l'accusent. Surtout, Rousseau témoigne bien de l'ambiguïté de son propre personnage, à la fois soucieux d'authenticité et obsédé par le regard que les autres portent sur lui. Amateur de simplicité, mais avec ostentation. Il ne parvient à un certain apaisement que dans les rêveries du promeneur solitaire, où il se contente d'évoquer les moments heureux de sa vie passée avant de s'interroger mélancoliquement « Qu'ai-je fait ici-bas ? J'étais fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu ?» Dans cet ouvrage, la perception à la nature, les descriptions de paysages, la sensibilité exacerbée évoquent déjà le pré-romantisme.
Il est le premier en France à aimer les paysages impressionnants et sublimes comme ceux des Alpes. Il me faut des torrents, des roches, des sapins, des montagnes qui me fassent peur. Résonance. Nietzsche voit en Rousseau le symbole de la duplicité des temps modernes, de leurs idéaux égalitaires et de leurs revendications moralisatrices. Cet avorton qui s'est campé au seuil des temps nouveaux est le premier homme moderne, idéaliste et canaille en une seule personne qui avait besoin de la dignité morale pour supporter son propre aspect, malade d'un dégoût effréné, d'un mépris effréné de lui-même. Dans Triste Tropique, 1955, Claude Lévi-Strauss salue en Rousseau notre maître, notre frère. Le second discours fonde l'ethnologie par la façon dont il réfléchit au problème des rapports entre la nature et la culture. Lévi-Strauss note que l'intérêt pour les hommes les plus lointains va de pair chez Rousseau comme chez l'ethnologue avec l'étude de cet homme particulier qui semble le plus proche lui-même. Chapitre 84. Goethe ou l'Allemagne. La vie de Goethe, 1749 à 1832, s'étend à la fois sur le XVIIIe et le XIXe siècle, et il fut de son temps considéré successivement comme un romantique et comme un classique. C'est cette union entre un style classique et des états d'âme fortement romantiques, une vie toujours amoureuse, son goût pour les arts et son insatiable curiosité scientifique et philosophique qui font la grandeur de Goethe, dont l'œuvre est véritablement universelle. À travers son personnage de Faust, il est également le créateur d'un mythe à la portée immense. Un génie universel. Goethe fait des études de droit, mais il se passionne également pour le théâtre, la poésie, le dessin, qu'il pratiquera jusqu'à sa mort, et dont il dira que c'est le plus moral des arts. Dans sa passion de comprendre la nature, il étudie également les sciences, la médecine, l'histoire, la théologie, la philosophie. Ainsi, il suit de très près les découvertes en anatomie humaine. Plus tard, il s'intéressera plus à la dispute entre les deux naturalistes Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire qu'à la Révolution de 1830 en France. À Strasbourg, il rencontre Herder et vit son premier amour avec Frédéric Brion. Il sera souvent amoureux dans sa vie, jusqu'à l'être à plus de 70 ans d'une jeune fille de 17 ans. Dans sa vie comme dans son œuvre, son optimisme consiste à accepter sa nature. Il est brièvement avocat à Francfort avant de s'installer à Weimar, à l'invitation du prince Frédéric-Auguste de Saxe-Weimar. Il y fait partie du gouvernement, est anobli. Il accompagnera le duc dans sa guerre contre la France révolutionnaire. Il en charge les affaires culturelles et est administrateur de l'université d'Iéna, puis se dégage de ses responsabilités, mais reste jusqu'à la fin de sa vie directeur du théâtre. En 1786 à 1788, il fait un voyage en Italie particulièrement heureux qui renforce son optimisme et achève de le convertir au classicisme. Il s'intéresse à nouveau à la science et à la philosophie. Il découvre même l'os intermaxillaire de l'homme en 1786. Il poursuit également des recherches sur la plante originelle dans son essai sur la métamorphose des plantes en 1790. En 1791 à 1792, il polémique contre Newton dans sa théorie des couleurs, qu'il reprend en 1810. Romantisme et classicisme. Dans sa jeunesse, de 1770 à 1785, Goethe fait partie du mouvement romantique allemand du Sturm und Drang, tempête et élan. Il est ainsi à l'origine de la redécouverte de l'art gothique par les romantiques allemands dans De l'architecture allemande. Il écrit en 1773 le drame Goethe von Berlichingen, mais surtout en 1774 Les souffrances du jeune Werther qui connaît un immense succès et devient le roman culte de toute la génération romantique. Il décrit l'amour sans espoir pour la femme d'un de ses amis d'un jeune homme nostalgique et mélancolique qui finit par se suicider. Dans son Voyage en Italie, il raconte l'année heureuse de voyage qui le convertit au classicisme. Il rencontre en 1794 Schiller et collaborera avec lui, tous deux étant inspirés par l'éloge de l'art ancien fait par Winckelmann. À cette époque, il écrit toute une série de pièces d'inspiration classique. Egmont en 1788, Torquato Tasso en 1789,
Iphigénie en Tauride, 1779 à 1789, et en 1790, la première version de Faust. Il écrit également de très nombreux recueils de poèmes où il remplace les vers libres de sa jeunesse par des vers d'inspiration latine, ballades, chants, élégies romaines. En 1796, avec les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, il crée un nouveau genre littéraire, le roman de formation, Bildungsroman, où le héros s'enrichit et devient adulte à travers expérience et erreur. Après 1805 et la mort de Schiller, son œuvre connaît un nouvel élargissement post-classique, avec les affinités électives, en 1809, et en 1837, la publication posthume des années de voyage de Wilhelm Meister, qui fait le récit de l'éducation de Félix, fils de Wilhelm. En 1811 à 1814, Goethe publie son autobiographie sous le titre « De poésie et vérité ». Citation de Goethe. « J'appelle classique ce qui est sain, romantique ce qui est malade. Ici et aujourd'hui commence une ère nouvelle de l'histoire du monde et vous pourrez dire que vous y avez été. » À propos de la bataille de Valmy gagnée par les armées de la République française. « J'aime mieux une injustice qu'un désordre. Ose être heureux. À quoi bon persister dans nos idées quand tout change autour de nous? Plus de lumière. Mehr Licht, parole prononcée sur son lit de mort. Anecdote sur Goethe. Napoléon, grand lecteur de Werther, rencontra Goethe en 1808 à Erfurt. Après avoir critiqué les tragédies où intervient le destin, car aujourd'hui, le destin, c'est la politique, il déclara de Goethe « Voilà un homme ». Le nouveau Prométhée. Le personnage le plus célèbre de Goethe est celui de Faust, inspiré d'un personnage réel du début du XVIe siècle qui se vantait d'avoir conclu un pacte avec le diable. Ce personnage de Faust avait déjà connu un grand succès sur scène, par exemple en Angleterre avec le Faust de Marlowe en 1589, et avait inspiré plusieurs auteurs du Sturm und Drang. Goethe reviendra sans cesse sur son Faust, qui en un sens est l'image de toute sa vie. Faust est l'image du savant qui veut vivre intensément et quitter le monde gris de l'abstraction. En 1775, son Urfaust, Faust originel, est largement influencé par le Sturm und Drang. En 1790, dans Faust un fragment, Méphisto n'est plus seulement le diable, mais l'émissaire de l'esprit de la terre. En 1808, Goethe publie son Faust première partie, puis en 1832, après sa mort, paraît Faust, deuxième partie de la tragédie en 5 actes. Le point de départ de la pièce est un pacte passé entre le docteur Faust et le diable Méphistophélès, l'esprit qui toujours nie. Le diable aidera Faust à réaliser tous ses désirs, mais en échange, Faust accepte d'être damné dans l'au-delà. Méphistophélès avait dans le prologue parié avec Dieu qu'il arriverait à lui enlever un de ses serviteurs. Faust est le successeur moderne de Prométhée, qui veut faire progresser la science au-delà de toute limite avec l'aide de Méphisto. Dans le Faust de Goethe, le pacte n'a pas la durée traditionnelle de 24 ans. Il durera jusqu'à l'instant où Faust dira « Instant, arrête-toi, tu es si beau ». Faust accepte car il pense que Méphistophélès ne parviendra jamais à lui donner un tel instant qui comblerait ses aspirations infinies. L'épisode de son amour pour Marguerite joue un rôle essentiel. Faust la séduit avec l'aide de Méphistophélès tout en sachant qu'il va faire son malheur. Le frère de Marguerite tente de tuer Faust, mais meurt en maudissant Marguerite. Faust, qui assiste à la folle nuit de Walpurgis chez Méphistophélès, y voit le fantôme de Marguerite. Il prend conscience de son crime et se révolte contre Méphisto. Marguerite est emprisonnée et va être exécutée pour avoir tué son enfant. À la fin de la première partie, Faust semble devoir être damné alors qu'une voix céleste annonce que Marguerite est sauvée. Dans Faust deuxième partie, Faust est sauvé par la grâce divine. Cette deuxième partie mêle séjour dans l'Antiquité et dans les temps modernes. Le disciple de Faust, Wagner, crée un homme artificiel, un homuncule, petit homme. Je vois sous une forme gracieuse se présenter un gentil petit homme. Mais Faust se détourne des recherches magiques
et se consacre à des travaux en vue du bien général, en particulier l'assèchement d'un marais hollandais. Goethe y insiste sur la prépondérance de l'action. Au début était l'action, remplace le au début était le verbe de la Bible. Résonance. Les adaptations musicales de Faust furent nombreuses. Par Berlioz avec la Damnation de Faust, 1846, et par Gounod avec son Faust, 1859, où le personnage central est celui de Marguerite. Schubert adapte au piano le poème Le Roi des Aulnes, en 1815, après s'être inspiré de Faust pour Marguerite au Rouet, en 1814. Oswald Spengler, dans Le déclin de l'Occident, 1918, montre que la culture faustienne de l'Occident est grisonnante. La volonté de puissance ne veut dominer que des apparences. Le sacrilège du faustien et son désastre surpassent tous les autres, allant au-delà de tout ce qu'Eschyle ou Shakespeare n'ont jamais imaginé. Le mythe de Faust fut adapté au cinéma, par exemple par Méliès en 1903 et par Murnau en 1926. Dans Le Docteur Faustus de Thomas Mann, 1947, Adrian Leverkühn demande l'aide du diable pour se consacrer à la musique et finit sa vie fou. Art. Chapitre 85. Watteau et Fragonard. La peinture française du XVIIIe siècle a souvent été considérée comme représentative du siècle des Lumières dans sa légèreté et son libertinage. Elle est quelquefois même critiquée comme étant purement décorative. Il existe effectivement sous la Régence un certain relâchement des mœurs, un goût du plaisir en réaction contre la gravité de la fin du règne de Louis XIV. En témoigne le retour des comédiens italiens à Paris qui en avaient été chassés depuis 1697. Mais chez les plus grands peintres, cette superficialité apparente ne va pas sans profondeur, à la manière de la musique de Mozart, leur contemporain. Watteau et les fêtes galantes. Originaire de Valenciennes, en Flandre, Antoine Watteau, 1684 à 1721, fut largement inspiré par Rubens, et en particulier par sa série de portraits de Marie de Médicis. Il est le véritable créateur d'un genre pictural, celui des fêtes galantes, qui réunissent dans des paysages d'Arcadie jeunes femmes et bergers amoureux aux costumes amples et élégants, s'accompagnant d'instruments de musique. Ainsi, dans son fameux pèlerinage à l'île de Cythère, où les amoureux arrivés en barque vont déposer leur présent sur l'autel de Vénus et attendent avec regret le moment de repartir. Watteau est aussi le peintre de la vie mondaine de l'époque, dans son enseigne de Gersaint, représentant la boutique de ce marchand de tableaux qui était son ami. Le caractère rêveur et mélancolique de sa peinture, malgré des dehors enjoués, est manifeste dans ses scènes de théâtre, en particulier Le Gilles, représentant un Pierrot au regard éteint, avec en arrière-plan une fête joyeuse. Fragonard et l'amour. Jean-Honoré Fragonard, 1732 à 1806, qui est sans doute le peintre le plus caractéristique du XVIIIe siècle, fut à la fois l'élève de Chardin et de François Boucher. Il retint la gravité et le sérieux de Chardin, 1699 à 1779, peintre de nature morte ou de scènes d'intérieur, décrivant d'humbles moments de la vie quotidienne comme la toilette du matin ou le Bénédicité. Résonance. André Malraux, dans Les Voix du silence, 1951, fait de Chardin l'un des fondateurs de la peinture moderne, qui se libère de l'aveugle soumission au réel au profit de la seule création artistique. L'humilité de Chardin implique moins une soumission au modèle qu'une destruction secrète de celui-ci au profit de son tableau. Avec lui, l'art devient le seul absolu. Fragonard fut aussi l'élève de François Boucher, 1703 à 1770, le peintre des Grâces, auteur de nombreuses scènes galantes représentant des baigneuses tirées de la mythologie. Ces tableaux sont remarquables par leur sensualité, comme dans l'Odalisque, à la posture lascive, abandonnée au milieu des étoffes, et par l'attention portée à la chair pâle et au corps potelé de ses nus, comme dans son bain de Diane. Résonance.
Ce sont les frères Goncourt qui, dans leur art du XVIIIe siècle, 1873, firent le plus pour assimiler l'art du XVIIIe siècle au joli et au décoratif. Ainsi, ils décrivent de Boucher « Le joli, c'est l'âme du temps, et c'est le génie de Boucher ». L'attrait pour la sensualité se retrouve dans l'œuvre de Fragonard, qui va même jusqu'à représenter des scènes carrément libertines, aux sous-entendus explicites, comme dans son Feu aux poudres, ou dans Les hasards heureux de l'Escarpolette, 1767, commande où un jeune homme contemple les dessous d'une jeune femme poussée sur une balançoire par un abbé. Cependant, certains de ces tableaux arrivent à une plus grande intensité, comme dans L'Instant désiré, représentant avec une grande simplicité 2 jeunes gens enlacés nus sur un lit. Certaines autres de ces œuvres ont été considérées comme caractéristiques du style rococo de la Régence, par leur prédilection pour le mouvement souligné par des motifs circulaires et peints par touches légères, comme dans Renaud et Armide. Ce style rococo, aux lignes contournées, souvent ornées de coquilles, connaîtra tout son éclat dans le domaine des arts décoratifs, ébénisterie, tapisserie ou porcelaine, qui est alors en plein grand essor. Grand personnage. Hubert Robert. La peinture d'Hubert Robert, 1773 à 1808, proche de Fragonard, annonce à certains égards les rêveries romantiques, en particulier par sa représentation des ruines qui semblent annoncer la fin d'un monde que provoquera la Révolution. Hubert Robert peindra d'ailleurs plusieurs moments historiques de cette révolution, par exemple avec sa Bastille dans les premiers jours de sa démolition. Il peint de nombreux paysages de temples en ruine, par exemple son pont du Gard, et sera ainsi à l'origine de toute une réflexion sur la fragilité des plus grands empires, surtout illustrée par Les ruines ou Méditations sur les révolutions des empires, 1791, du philosophe et voyageur Volney, 1757 à 1820. Résonance. Peintre de la sensualité féminine et du plaisir de vivre, Auguste Renoir se réclamait des peintres du XVIIIe siècle, surtout de Fragonard. À Watteau et Boucher, j'ajouterai Fragonard, surtout les portraits de femmes. Ces bourgeoises de Fragonard, distinguées sans cesser d'être bonnes filles. Chapitre 86. Mozart. Mozart, 1756 à 1791, est aujourd'hui l'un des musiciens les plus classiques et les plus universellement appréciés pour la joie que procure sa musique. Son œuvre est d'une profonde originalité dans tous les domaines qu'il a abordés, mais c'est l'opéra qu'il a réellement créé sous sa forme moderne. L'enfant prodige. Fils de musicien, Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg en 1756. Il fut un enfant prodige à la mémoire extraordinaire, qui entreprend de composer son premier concerto à 4 ans. À partir de l'âge de 6 ans, son père organise pour lui et sa sœur des tournées dans toute l'Europe, dont l'une dure 3 ans. Mozart y joue du piano, mais quelquefois aussi du violon ou de l'orgue. Ces voyages le formeront en le mettant au contact des styles musicaux de toute l'Europe. En Angleterre, il est influencé par Jean Chrétien Bach, fils cadet de Jean-Sébastien, qui lui fait apprécier la musique italienne. Son premier opéra comique, Bastien et Bastienne, est joué alors qu'il n'a que 12 ans. De retour en Autriche, il découvre la musique de Joseph Haydn, qui, bien que beaucoup plus âgé que lui, deviendra son ami. Il va en Italie à 3 reprises où il connaît aussi un immense succès et prend contact avec l'opéra italien et la polyphonie vocale grâce à l'enseignement du père Martini. Sa mère meurt lors d'un voyage qu'elle fait avec lui à Paris en 1778. Revenu à Salzbourg, il reprend sa place d'organiste à la cour de l'archevêque. Il compose alors l'essentiel de sa musique religieuse. Cependant, l'archevêque prend plaisir à l'humilier, jusqu'à ce qu'il le congédie comme un domestique en 1781. L'indépendance à Vienne. Il s'installe alors à Vienne, où il mène une carrière indépendante. Il épouse en 1782 Constance Weber, sœur cadette de son grand amour de jeunesse. Mais son père s'éloigne de lui et meurt en 1787. Il reçoit la commande de l'enlèvement au sérail en 1782, que l'empereur Joseph II, qui l'avait commandé, trouve trop savant, beaucoup trop beau pour nos oreilles et beaucoup trop de notes.
Il connaît un grand succès avec les Noces de Figaro en 1786 à Vienne et plus encore à Prague en 1787. On lui commande alors son Don Giovanni, qui connaît aussi plus de succès à Prague qu'à Vienne. À la demande de l'empereur, il compose en 1790 Così fan tutte. En 1791, il compose une féerie, la flûte enchantée, où, comme dans d'autres œuvres comme l'Adagio en si bémol, il illustre ses croyances maçonniques en la fraternité, en la victoire de la sagesse sur l'ignorance. Il faisait partie de la loge maçonnique de Vienne depuis 1784. La flûte connaît un grand succès, mais trop tard. Vers la fin de sa vie, il s'éloigne de la musique de divertissement et se tourne vers une musique de chambre spiritualisée, passant ses derniers jours à écrire un tragique requiem. Mozart meurt dans l'indifférence en 1791, à l'âge de 35 ans. Un génie incomparable. L'œuvre de Mozart est immense. Il a composé plus de 600 œuvres dans tous les genres. Il écrivit de la musique instrumentale, 45 sonates pour piano et violon, 19 sonates pour clavecin au pianoforte, 9 concertos pour violon, des concertos pour instruments à vent et surtout 49 symphonies qui annoncent Beethoven. De la musique religieuse, des motets, des litanies, plusieurs messes et le requiem inachevé sur lequel il travaillait au moment de sa mort. Il connut sans doute ses plus grands succès dans l'opéra, qu'il illustre dans les 3 genres. De l'opéra classique, opéra seria, de l'opéra bouffe, opéra buffa au sujet plus simple et quotidien, et l'opéra allemand, le Singspiel, qui entremêle numéros musicaux et dialogues parlés. Au premier genre appartiennent Idéoménée, 1781, ou La Clémence de Titus, 1791. Au second, Les Noces de Figaro, 1786, Don Giovanni, 1787, et Così fan tutte, 1790. Au troisième, L'Enlèvement au sérail, 1778, premier opéra allemand, ou La Flûte enchantée, 1791. Sans doute plus intéressé par le Singspiel, Mozart ne se détourne pourtant pas de l'opéra bouffe, qui connaît alors un plus grand succès à la cour de Vienne. Il obtient une parfaite harmonie entre la musique et l'action lorsqu'il rencontre le prêtre défroqué Lorenzo da Ponte, avec qui il travaille au livret des Noces de Figaro, à partir de la comédie de Beaumarchais, de Don Giovanni et de Così fan tutte. L'opéra abandonne les sujets classiques et tragiques. Ainsi, les Noces reprennent avec légèreté la critique de l'aristocratie présente chez Beaumarchais. Il s'y sert à la perfection de tous les types de chanteurs qu'utilisera ensuite l'opéra, donne un caractère expressif au timbre de tous les instruments musicaux. La grandeur de Mozart dans ses opéras est de mêler le tragique et la gaieté, le sérieux et la légèreté, dépassant ainsi les frontières classiques entre les différents types d'opéra. Toute l'œuvre de Mozart est marquée par cet enjouement, cette fraîcheur quasi enfantine qui s'accompagne cependant d'une inquiétude croissante. Ses dernières œuvres, comme Così fan tutte, à l'action extrêmement simple et à la construction musicale parfaite, ont une tonalité plus désabusée et pessimiste. Les personnages facilement manipulables y apparaissent tragiques par leur caractère inconsistant. Son requiem inachevé est également noir. Résonance. Haydn apprit beaucoup de l'œuvre de celui qui était pourtant son cadet. En particulier, ses 12 symphonies londoniennes sont pénétrées de l'influence de la symphonie Jupiter et de la symphonie en sol mineur. Beethoven, durant toute la première partie de son œuvre, par exemple sa symphonie en ut majeur ou ses 6 premiers quatuors à cordes de l'opus 18, continue la tradition classique de Haydn et de Mozart. Wagner, pourtant très éloigné de Mozart, reconnaissait à propos de Don Juan « Jamais musique n'a reçu le pouvoir de caractériser avec autant de sûreté et de justesse, avec une aussi débordante plénitude. » Science. Chapitre 87. La naissance de l'économie politique. Terminologie. Économie. Dérivé du grec oikonomia, administration nomia de la maison oikos, l'expression d'économie politique est employée pour la première fois par Montchrétien dans son traité de l'économie politique 1615. Elle désigne alors l'art de gérer les biens de l'État. Ce n'est qu'avec Jean-Baptiste Say, en 1803,
qu'elle prendra le sens de science des lois de la production, de la distribution et de la consommation des richesses. C'est au siècle des Lumières que prit naissance une des premières sciences humaines, l'économie politique. Elle se développe dans les deux pays européens les plus avancés économiquement, la France et l'Angleterre, et n'est pas sans influencer les idées philosophiques et politiques, par exemple sur la question du luxe qui oppose entre autres Voltaire et Rousseau. Le mercantilisme et les origines de la théorie économique. L'idée d'économie politique se rencontre déjà dans l'œuvre de Bodin au XVIe siècle. Le premier traité d'économie politique est celui du mercantiliste Antoine de Montchrétien en 1615. Les mercantilistes, comme Colbert, Vauban et Cantillon, pensent que l'accumulation de métaux précieux, or et argent, fait la richesse d'un État. Ils théorisent ainsi les changements que la découverte du Nouveau Monde a provoqués dans l'économie mondiale. Par ailleurs, ils insistent sur l'importance du cadre national dans la vie économique, traduisant là aussi l'émergence d'États nationaux. Selon eux, l'État doit intervenir dans l'économie en limitant les importations et en augmentant les exportations. Ainsi, pour Colbert, il faut établir le système protecteur dans les douanes et développer les industries nationales. Les physiocrates. Cette science ne se développe véritablement qu'au XVIIIe siècle en France et en Angleterre. L'école française des physiocrates explique, contre les mercantilistes, que la seule source de richesse est l'art fécond, l'agriculture, qu'ils opposent à l'art royal, l'administration, qui ne crée pas de richesse, à l'art stérile, l'industrie, qui ne fait que transformer des matières premières qu'elle ne crée pas, et au commerce, les voituriers, qui ne fait que déplacer ces matières premières. Ils revendiquent le laisser-faire, laisser-passer. L'État ne doit pas mettre d'entrave au commerce des grains. Pour cela, il faut faire appel à un despotisme éclairé, le despotisme légal qui respecte l'ordre naturel. Pour Quesnay, le despotisme chinois est même un modèle de respect de cet ordre naturel. Il faut laisser se réguler la nature, et il y a dans le mot de physiocratie l'idée même que c'est la nature, physis, qui doit exercer le pouvoir, cratie. Le médecin de Louis XV, François Quesnay, 1694 à 1774, est le plus célèbre de ces physiocrates. Il est l'auteur, dans l'encyclopédie, des articles Fermier et Grain et du Tableau économique, 1758. Ses principaux disciples sont Dupont de Nemours, Mirabeau père, toute la politique part d'un grain de blé, et Turgot, 1727 à 1781, qui introduit l'idée que chaque individu économique est rationnel, qu'il a la faculté de connaître ses intérêts mieux que tout autre. Chapitre 88. L'école écossaise. Les économistes politiques écossais comme Hume, 1711-1776, et Adam Smith, 1723 à 1790, vont au contraire insister sur le rôle de l'industrie et du commerce dans la production des richesses. La division du travail poussée à l'extrême est une des raisons de la productivité des entreprises, comme le montre Smith dans sa célèbre analyse d'une fabrique d'épingles, en tête de ses recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations, 1776. À travers le modèle de l'Homo economicus, l'acteur économique est représenté comme un individu rationnel et calculateur qui tend à maximiser ses profits et à minimiser ses pertes. Chacun poursuit ses intérêts propres, mais ce faisant, il contribue à la réalisation des fins de la société. Smith illustre cela par sa fameuse image de la main invisible qui pousse l'individu à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Au début du XIXe siècle, l'économiste anglais Ricardo, 1772 à 1823, insistera sur la quantité de travail comme déterminant la valeur d'une marchandise. Il parle de loi d'airain du capital. Le travail est payé strictement à la valeur nécessaire pour que le travailleur subsiste. En ce sens, il inspirera très largement Marx. Pour les économistes du XVIIIe siècle, repris par Voltaire, le luxe est un des moyens essentiels du développement économique, outre qu'il est un signe de civilisation. Hume notait qu'il implique un grand raffinement dans la satisfaction des sens.
Voltaire estime que, dans un royaume rempli de manufactures, vouloir diminuer le luxe, c'est diminuer l'industrie et la circulation. Le luxe général est la marque infaillible d'un empire puissant et respectable. Il a également une valeur civilisatrice, en favorisant le commerce et la circulation des biens qui ne va pas sans celle des idées. À ces vues s'oppose celle de Rousseau, qui, dans le Discours sur les sciences et les arts, 1750, entend combattre le luxe qui, comme les lettres et les arts, est né de l'oisiveté et de la vanité des hommes. Il faut des lois somptuaires pour l'interdire, comme en faisait Caton l'Ancien dans la Rome antique. Citation de Voltaire. Le Mondain, 1736. « J'aime le luxe et même la mollesse. Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements, tout honnête homme a de tels sentiments. Le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. » Résonance. Marx reprend la théorie de la valeur de Ricardo qui montre que la valeur d'une marchandise est mesurée par le travail nécessaire à sa production. Mais il la complète par sa théorie de la plus-value. La force de travail des ouvriers est la seule marchandise qui produise une plus-value, car le capitaliste ne paie pas ce travail à son prix, qui serait celui nécessaire à la production des moyens d'existence de l'ouvrier. Le modèle de l'Homo economicus sera emprunté au XXe siècle par la sociologie et la philosophie d'inspiration libérale qui se réclament volontiers d'Adam Smith. Par exemple, chez Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, 1973.